L'armée française à la diète. Le ministre de la Défense a annoncé aujourd'hui la suppression de plusieurs régiments. Dans moins de 10 ans, le nombre de soldats aura baissé de 25%. Aucun autre ministère n'a fait un tel effort. Nous verrons ce que les forces françaises seront capables d'accomplir dans l'avenir avec moins d'argent et des effectifs réduits. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les autres titres de l'actualité de ce jeudi. Un drame effroyable au large de l'île italienne de Lampedusa. Au moins 130 migrants venus de Somalie et d'Érythrée sont morts noyés. Leur embarcation a coulé. Une journée de deuil national a été décrétée en Italie. Le mystère Tony Musulin, l'ancien convoyeur de fonds qui avait détourné son propre fourgon blindé, a été remis en liberté. Mais une partie du butin est toujours introuvable. Musulin est-il encore surveillé par la police? Retrouvera-t-on un jour les millions manquants? Notre enquête dans quelques minutes. Dans ce journal également, l'une de nos équipes a passé une semaine dans les vignobles de Meursault en Bourgogne. C'est là qu'on produit depuis plusieurs siècles l'un des meilleurs vins blancs du monde. Enfin, le passage de relais entre deux pilotes français d'exception. Sébastien Loeb, sacré 9 fois champion du monde de rallye, dispute ses toutes dernières courses. Son successeur, sacré il y a quelques minutes, s'appelle Sébastien Ogier. Il va tenter d'égaler son glorieux aîné. Que restera-t-il demain et après-demain de l'armée française? Depuis plusieurs années, les gouvernements de droite puis de gauche ont soumis les militaires à une très sévère cure d'amaigrissement. Des casernes vont fermer, des régiments prestigieux vont disparaître. Parmi la demi-douzaine de bases supprimées, celles de Dijon et d'Orange. Quelles sont les conséquences de ces départs pour les villes concernées? Reportage de Benoît Cristal et de nos correspondants en région. Cette fois-ci, les ordres sont formels. À Orange, les légionnaires plient bagages. Ils doivent quitter la ville après 46 ans de présence dans cette caserne. Les pétitions circulent déjà, car 200 familles qui s'en vont du jour au lendemain, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie locale. Alors voilà, donc aujourd'hui, regret unanime. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est vrai que le sentiment général pour la ville, on aime bien notre Légion. Orange privé de sa caserne et des milliers d'emplois directs qui disparaissent ailleurs. À Carpiagne, le 4e régiment de dragons, 1000 hommes au total, est dissous. La petite base aérienne de Varennes sur l'Allier ferme également ses portes. L'année prochaine, l'armée va supprimer 7900 emplois, 15 600 par la suite, pour un total de 23 500 suppressions de postes en 5 ans. Aucun ministère ne paye un tel tribut à l'effort budgétaire. Nous construisons donc un modèle qui est cohérent et équilibré. Alors, ce modèle-là, il nécessite moins d'hommes qu'auparavant. Plusieurs bases militaires échappent donc à la fermeture, mais voient leurs moyens lourdement amputés. C'est le cas à Dijon, où le centre de formation des pilotes sera privé de ses 16 avions. Tout le monde a bien compris que la base fermera bientôt ses portes. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand et où. On peut rien faire, parce que ça se trouve, dans 2 ans, c'est fermé. Les suppressions de postes sont en majorité des départs à la retraite non remplacés. Le gouvernement promet d'aider financièrement les villes touchées par cette réforme. En quelques années, l'armée française a été profondément remaniée. Fin du service militaire, réduction inexorable du budget. La question qui se pose aujourd'hui est simple. Que peut faire l'armée française? Pourra-t-elle encore, dans l'avenir, intervenir au Mali, en Côte d'Ivoire ou en Afghanistan? Élément de réponse avec Laurent Aubaine et Hélène Massiot. Troisième compagnie à mon commandement. Allez! C'était le temps du service militaire, des 3 jours et des 250 000 appelés annuels. Le dernier d'entre eux a quitté les drapeaux en novembre 2001. En 1996, c'est Jacques Chirac, le président de l'époque, qui veut faire de l'armée française une armée professionnelle forte à l'époque d'environ 400 000 personnels, militaires et civils. Une armée qui n'a cessé depuis de perdre des hommes, 300 000 aujourd'hui environ, 25% d'effectifs en moins programmés entre 2008 et 2019 et qui voit son budget par rapport au PIB sans cesse rogné, quels que soient d'ailleurs les gouvernements en place, de gauche ou de droite. Quelle mission pour cette armée? De fait, aucun programme n'a été arrêté, mais il y aura par exemple moins d'A400M commandés, moins de Rafales livrés et forcément moins d'effectifs pour effectuer des missions qui nécessitent de longues relèves. Nous serons toujours capables de faire quelque chose comme le Mali, mais nous ne serons pas capables d'en faire 2 par exemple, parce que justement nous avons trop peu d'effectifs, trop peu de matériel, et on sait que quand nous nous sommes engagés au Mali par exemple, nous sommes partis faire la guerre avec de vieux engins, parce que les bons engins étaient encore en Afghanistan. La France a-t-elle encore les moyens de ses ambitions?
En plus des réductions budgétaires, la fin de la guerre froide, les nouveaux types de conflits et d'interventions, comme au Mali, ont assurément modifié les missions des armées françaises. Nous avons un outil militaire qui n'est plus en adéquation avec les missions qui lui sont confiées. Nous serons toujours capables de conduire des actions ponctuelles, limitées dans la durée et dans l'espace. Les réductions budgétaires ne concernent pas le nucléaire et les moyens opérationnels. Mais l'armée française ne comptera plus que 240 000 hommes en 2020. Je vous le disais en titre, plus de 130 migrants venus d'Afrique de l'Est sont morts noyés après le naufrage de leur bateau. Ils tentaient de rallier l'île de Lampedusa, la porte vers l'Europe, située à 120 km seulement des côtes africaines. Le récit de Marie-Laure Bonnemain. Toute la matinée, les gardes-côtes se sont acharnés pour retrouver des survivants. Ils en ont récupéré 151. Mais ce sont surtout des corps qu'ils ont repêchés. Des corps d'hommes, de femmes et même d'enfants qu'ils ont ramenés au port de Lampedusa. C'est la pire des tragédies pour l'île de Lampedusa et j'espère que tout le monde l'entendra. J'espère aussi que vous comprendrez qu'on en a assez de récupérer des corps. Sur l'île, l'émotion est immense. Ces immigrés n'étaient qu'à quelques centaines de mètres de leur Eldorado. Ils étaient près de 500 à fuir leur pays, la Somalie ou l'Érythrée. C'est en Libye qu'ils ont pris la mer sur une embarcation de fortune. C'était impressionnant. On a même retrouvé des chaussures neuves, comme un signe d'espoir. C'était vraiment bouleversant. C'est ce matin que leur bateau aurait subi une avarie. Pour se faire repérer par d'autres embarcations, ils mettent le feu à des couvertures, mais cela provoque un incendie, ce qui les fait rapidement chavirer. Parmi les survivants, un Tunisien reconnu par les autres comme étant l'un des passeurs, il a été immédiatement arrêté par la police. Cette année, l'Italie a vu arriver sur ses côtes du Sud un nombre particulièrement important de migrants. Plus de 22 000 depuis janvier, 3 fois plus que l'année précédente. Et d'après les chiffres officiels des Nations Unies, plus de 1500 réfugiés et migrants meurent chaque année en Méditerranée. Bonsoir Pierre Grange. Vous êtes en direct de Rome. Le pape a lui-même été bouleversé par ce drame. Il a exprimé sa honte. Ce qu'il faut expliquer, c'est que les navires italiens, notamment les bateaux de pêche, ne se portent pas au secours de ces embarcations dans lesquelles il y a des migrants et des réfugiés, même lorsque ces bateaux envoient des signaux de détresse. Expliquez-nous. Oui, et dans ce cas précis, les rescapés ont raconté qu'ils ont vu passer 3 bateaux de pêche et qu'aucun ne leur a porté secours. Et c'est vrai qu'il est très rare de voir des pêcheurs ramener des migrants en détresse sur la plage parce qu'il y a eu des précédents et que systématiquement, ils ont des problèmes avec la justice. Il y a une enquête qui peut durer des semaines et pendant lesquelles le bateau de pêche doit rester à quai. En 2004, des Allemands ont ramené à terre 37 migrants. Ils ont été accusés de favoriser l'immigration clandestine. Ils ont finalement été acquittés, mais après 5 ans de procès. Ce soir, la maire de Lampedusa dit qu'il faut absolument changer ses lois. Elle accuse aussi l'Europe de détourner le regard. C'est vrai que l'Europe veut lancer un nouveau système pour surveiller les mouvements des passeurs et éventuellement porter secours aux bateaux en difficulté. Mais ce système ne sera opérationnel que dans quelques mois. C'est une question qui concerne toute l'Europe. Vous avez vu d'où viennent ces migrants. Ils peuvent demander l'asile politique parce qu'ils ont fui soit la dictature terrible de l'Érythrée, soit le chaos de la Somalie. Merci beaucoup Pierre Grange en direct de Rome. Et parmi ces migrants qui tentent de rejoindre l'Europe, de plus en plus de réfugiés syriens. Ils sont aujourd'hui des dizaines de milliers à fuir la guerre civile qui ravage leur pays. Ce ne sont pas des réfugiés économiques, certains étaient médecins, architectes, enseignants. Patrick Fandiot et Mathieu Sellard ont rencontré l'un de ces groupes au terme d'un périple épuisant qui a commencé en Égypte et s'est achevé en Sicile. Une lueur au bout de la nuit, celle d'un bateau de secours des gardes-côtes siciliens ramenant à bon port hier soir une nouvelle vague de rescapés syriens, tout juste sauvés en mer. Pour ces nouveaux boat people de la Méditerranée, la fin d'un interminable périple. C'était un voyage de la mort. Nous sommes partis d'Égypte où nous pensions nous installer, mais c'était impossible avec le chaos là-bas. Alors nous avons fui vers la Libye, où des passeurs nous ont emmenés jusqu'ici. Nous savions que nous risquions la mort. Dans cette centaine de réfugiés ainsi débarqués en Sicile, pas moins de 37 enfants de moins de 8 ans, ayant vécu aux côtés de leurs parents une très longue semaine en haute mer. C'est 7 jours en enfer, si près d'un dramatique naufrage. À un moment, il y a eu des vagues géantes. Poussées par le vent, elles se sont abattues sur le bateau qui a failli couler.
Moi, je n'ai pas vomi pendant le trajet. Mais maintenant, j'ai le vertige. Mais sur le bateau, les plus vieux n'arrêtaient pas de vomir. Quelques heures plus tôt, sur ce document fourni par les gardes-côtes italiens, le sauvetage de l'embarcation de ces réfugiés syriens. Arrivant ici de plus en plus nombreux. Déjà 4000 secourus pour ces seuls 2 derniers mois. Un rythme sans précédent pour ces vedettes de la marine sicilienne. Les années précédentes, on avait ici au maximum 500 migrants par an. Mais là, septembre s'achève à peine et nous sommes déjà à plus de 9000 arrivés au total. C'est du jamais vu par rapport aux périodes d'avant. De l'autre côté de la Méditerranée, voici un des ports de départ de ces réfugiés syriens, la côte égyptienne autour d'Alexandrie. Rendez-vous nocturne avec 2 candidats à un prochain voyage pour l'Europe. En général, le même profil, celui d'une classe moyenne syrienne, souvent très qualifiée, et pouvant se payer cette traversée clandestine en famille. Le passeur nous a demandé 3 000 € par personne. Et nous sommes 4 avec ma femme et mes 2 enfants. Je peux trouver cette somme, ce sera mieux que de rester ici. Pour les gardes-côtes italiens, cette tragique odyssée des réfugiés syriens vers l'Europe va se poursuivre dans les prochains mois, tant que la mer sera calme et la météo plutôt clémente. Un excellent climat d'affaires pour les passeurs qui savent pouvoir compter sur le désespoir de milliers de candidats à l'exil. Et toujours à l'étranger, à Madagascar, 3 hommes, dont au moins un Français, ont été lynchés par la population sur l'île touristique de Nosy Be, située au nord-ouest de l'île. La foule d'émeutiers les soupçonnait de participer à un trafic d'organes. Ce soir, la situation sur place reste très tendue, malgré les appels au calme des autorités malgaches. Retour à l'actualité française avec cet anniversaire, la Constitution de la Ve République qui décrit par le menu les règles de fonctionnement de notre vie politique, a fêté aujourd'hui ses 55 ans. Cérémonie fastueuse au Conseil constitutionnel, plus de 200 ministres et anciens ministres étaient présents. À noter l'absence très remarquée des anciens présidents de la République, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. François Hollande, vous le voyez, était bien là. Le chef de l'État a annoncé la mise en application avant la fin de l'année du référendum d'initiative populaire. En bref, sachez également que Nicolas Sarkozy est de nouveau visé par la justice dans l'affaire Karachi. La Cour d'appel de Paris vient d'autoriser 3 juges d'instruction à enquêter pour savoir si l'ancien président s'est rendu complice de violation du secret de l'instruction. En 2011, l'Élysée avait affirmé que s'agissant de l'affaire Karachi, le nom du chef de l'État n'apparaissait dans aucun document du dossier. Une phrase, une citation qui pourrait laisser supposer que Nicolas Sarkozy avait eu accès aux pièces de l'instruction. Dans l'actualité judiciaire, la libération d'un des détenus les plus célèbres de France, Tony Musulin, l'ancien convoyeur de fonds qui avait détourné son propre fourgon, est sorti de prison dimanche dernier. En 2010, il avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, Musulin est libre, mais le mystère reste entier car une partie de son butin est toujours dans la nature. Les explications d'Axel Girard et Antoine Janon. Voici Tony Musulin à sa sortie de la prison de la Santé, c'était dimanche dernier. L'ex-convoyeur a purgé sa peine pour vol. Il peut quitter la France quand il le veut. Il ne peut pas être poursuivi pour recel. Reste la menace d'une mise en examen pour blanchiment. Les enquêteurs devraient alors prouver qu'il aurait camouflé ou récupéré dans un paradis bancaire les 2,5 millions du butin qui manque. Il a toujours au-dessus de lui, tant qu'il n'aura pas rendu l'argent, entre guillemets, ou fait savoir où il est, effectivement la possibilité d'être poursuivi. J'imagine que ce monsieur a dû quand même prendre un certain nombre de précautions. Il sait déjà que la PJ ne le lâchera pas. Peut-être aura-t-elle de la chance. Grâce à un témoignage, elle avait retrouvé dans un box 9 millions d'euros 2 jours après le vol. Tony Musulin a beau être une star sur Facebook, c'est un taiseux indiscret qui n'a rien dit sur sa cavale italienne ni sur ses voyages dans sa Serbie natale. Les policiers devront s'adapter. C'est assez simple, technique de surveillance, d'identification éventuellement, tout ce qui est technique et qui peut nous servir, donc effectivement des écoutes, des surveillances plus classiques sur le terrain. Depuis son arrestation à Monaco, Tony Musulin a toujours nié détenir les millions manquants, accusant tour à tour la police et le propriétaire du box. Aucun comparse n'a été identifié. La police a mis 2 ans à découvrir cette cache en parpaing aménagée dans le box. Elle était vide, bien sûr.
L'actualité de la santé avec le lancement cette semaine d'Octobre Rose, la campagne annuelle de dépistage du cancer du sein. En France, plus de 50 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Les taux de guérison augmentent. Et pour faciliter le retour à une vie tout à fait normale, l'Institut Curie propose un programme de remise en forme très innovant. Reportage de Caroline Bell et Audrey Vuettaz. Pour Muriel, Michel et Afala, les traitements contre un cancer du sein sont derrière elles. Elles ont accepté la proposition de l'Institut Curie, suivre une fois par semaine des ateliers nutritionnels et un cours de gym assez dynamique. J'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté. On m'a parlé des bienfaits d'un équilibre alimentaire et du sport. Le programme s'étale sur 3 mois, le temps de leur donner le goût de l'exercice. Elles devront ensuite continuer sur cette lancée au moins 30 minutes 3 fois par semaine, sans appréhension. Par rapport à l'opération, on disait qu'il ne fallait pas faire de mouvement au-delà de 90 degrés. Finalement, aujourd'hui, ils disent que finalement, il n'y a aucune contre-indication. C'est surtout, la personne doit être à l'écoute de son corps. C'est pas facile de se remettre après une telle douleur. Parce qu'on a encore les douleurs encore en nous, on a encore la fatigue physique encore en nous. En tout ça, il faut essayer de récupérer étape à étape. Il faut qu'on arrête de dire aux patientes, vous êtes fatigués, reposez-vous. Là maintenant, on leur dit, vous êtes fatigués, il va falloir réapprendre à bouger. Pour le cancer du sein, le fait d'avoir une alimentation équilibrée et de faire une activité physique un peu dynamique diminue par 2 le taux de rechute. Donc c'est vraiment quelque chose qui, en termes de thérapeutique anticancéreuse, est réel. Muriel vient déjà depuis 3 semaines. On retrouve les sensations d'avant. Donc finalement, c'est quelque chose qui permet aussi de laisser l'inquiétude liée à la récidive et au contrôle, qui sont réguliers, un peu à distance. 86% des femmes qui ont suivi le programme maintiennent ensuite ce rythme. C'est un endroit qu'on appelle communément ma tante, ou si l'on parle un français châtié, le mont de Piété. C'est là que les particuliers, en manque de liquidité, déposent leurs bijoux, leurs montres, leurs tableaux. En Allemagne, on peut même laisser en gage sa voiture ou sa moto. Regardez ce reportage étonnant dans le Bade-Württemberg de Jacques Rick-Boivin et Eric Schins. 6 000 francs suisses, environ 5 000 euros, cash, sans enquête ni dossier à remplir. On a toujours une bonne raison pour venir chez ce prêteur sur gage. Je suis entrepreneur, nous avons des clients qui ne nous ont pas payés, j'ai des problèmes de liquidité. C'est simple, pas compliqué et rapide. Cette société ne gage que des voitures ou des motos et n'a pas besoin de grand-chose pour fonctionner. Un ordinateur pour connaître les prix du marché automobile, un téléphone et un hangar pour stocker les véhicules. Voici l'un de ces dépôts, un endroit discret avec des voitures plutôt luxueuses, gagées à 50% de leur valeur. Le taux d'intérêt, 1% seulement, mais lorsque vous rajoutez les frais techniques et le parking, c'est plus cher qu'une banque classique. La formule semble intéresser de plus en plus de monde. La proximité de la Suisse permet en outre de toucher un certain public. On voit aussi des gens qui travaillent dans le milieu de finance et qui ont des voitures donc plutôt haut de gamme. Et bon, ils veulent faire un investissement, ils veulent acheter quelque chose, ils ne veulent pas attendre leur bonus, donc ils viennent. On prend tout genre de voiture, il faut certes un certain minimum, mais une Peugeot, Renault, ça c'est très bienvenu aussi. La crise aidant, cette société vient d'ouvrir une filiale non loin de Mulhouse. Et voici la moto d'un des premiers clients français. Le véhicule, je veux le garder, c'est vraiment un besoin que j'ai là, à court terme. J'attends justement une rentrée d'argent dans 1 mois et demi. Et c'est avec cette rentrée d'argent que j'aimerais récupérer ma moto. Le prêteur sur gage va lui donner 6 000 euros. Dans 3 mois, si tout va bien, Michel reviendra. Pour récupérer sa moto, il devra payer 6 990 euros, le prix de la discrétion. Dans un instant, nous visiterons le 4e site touristique de France. Il ne s'agit pas de Versailles ou du Sacré-Cœur, mais du marché aux puces. Un extraordinaire dédale aux portes de Paris. Nous irons nous perdre dans le paradis des brocanteurs. Mais tout d'abord, nous allons chausser nos bottes et nous munir d'un sécateur. Direction Meursault, un village de Bourgogne où l'on produit l'un des meilleurs vins blancs du monde. Nous sommes en pleine saison des vendanges. L'une de nos équipes a passé 1 semaine dans les vignes. Regardez le reportage de nos 2 chevaliers du Taste-Vin, Emmanuel Msika et Vincent Abelinada. Sur chaque parcelle de vigne, une équipe de dos courbés. Cette semaine, des vendangeurs de tout âge ont envahi Meursault. Ils répètent les mêmes gestes 8 heures par jour. Allez Alain. Dans ce domaine, les vendangeurs ont 8 jours pour traiter 9 hectares de vignes. 50 kilos de raisin sur le dos, Rémi est l'un des porteurs du groupe.
J'ai été il y a quelques années pilier de rugby. Donc... Rémi est menuisier, mais pour les vendanges, il pose toujours une semaine de vacances. La plupart des habitués font la même chose. C'est se faire quand même un petit pécule dans des conditions qui sont agréables. Vous êtes fatigués? On est très fatigués. C'est quand qu'on arrête? J'ai de la pipi. Il y a quelques années, Maria a quitté les vignes pour la cuisine. Toute la journée, avec Joël, elle mijote des petits plats. La récompense des vendangeurs. Il faut les soigner parce qu'autrement après ils ne travaillent pas. Non, et puis ça me fait plaisir parce que tous les ans ils arrivent, ils disent bon, on va encore prendre 3 kilos. Ils sont chouchoutés dès leur retour des vignes. C'est le meilleur moment de la journée, ça je crois. On a bien travaillé, on a fait à peu près presque 1 hectare aujourd'hui. Le raisin, à peine récolté et pressé. Son jus sera conservé dans cette cave pendant plus d'1 an. L'aboutissement du travail de toute une année pour le vigneron. Et une semaine cruciale pour l'élaboration du vin. On a un maximum de choses à gérer, toujours en un minimum de temps. On a géré le climat, l'ordre des parcelles qu'on doit aller récolter, l'équipe. C'est pour ça qu'il faut respecter ces vendangeurs, parce qu'ils sont là aussi pour rentrer notre récolte dans les meilleures conditions. Ça fait mal, hein? Et pour eux, petit luxe, François a fait appel à une kinésithérapeute. Elle soulage les plus fatigués. On n'a pas forcément des fois les bonnes positions, ce qui fait qu'on se fait vite mal au dos et après, la journée est très longue. Le soir, patrons et employés, tous réunis autour des plats de Maria. Et François, lui, a toujours une bouteille du domaine à déboucher. Le soir, c'est un moment important pour tous se retrouver, rigoler et passer une bonne nuit, parce que demain matin, on remet ça. 7 heures, la fatigue, les courbatures et le même refrain au petit déjeuner. Les premières bouteilles, le fruit des vendanges, seront sur les tables en mars 2015. Un autre labyrinthe à présent, le marché aux puces de Saint-Ouen. Depuis plus d'1 siècle, c'est le rendez-vous des amateurs d'art, des passionnés de brocante. C'est aussi, je vous le disais, un site touristique où se pressent chaque année 5 millions de personnes à la recherche d'un bouton de manchette ou d'une commode Louis XVI. Immersion dans le plus grand marché d'antiquités du monde avec nos chineuses d'un jour, Françoise Desmarais et Karine Bourdet. Au petit matin, le rideau se lève sur les puces de Saint-Ouen. Une scène de 7 hectares, orchestrée par 1700 marchands. C'était un landau de poupées. Sur le trottoir, d'incroyables trouvailles, récupérées dans les greniers ou chez des professionnels. C'est un buffet de style Henri II qui a été barbouillé, quoi. C'est tout bête, mais c'est à la mode. Une sculpture de 28 000 €, une peluche vendue 3 fois rien, un lit chinois du 18e. Ici, tout chiffonnier peut devenir brocanteur, voire même antiquaire. Comment ça va? Serge Malik a grandi aux puces. Dans les années 20, son grand-père y a ouvert le Piccolo, le premier bistrot en dur. Ça va, Francis? L'homme connaît tout de l'histoire des biffins, ces chiffonniers qu'on appelait aussi des crocheteurs. Ils fuient Paris en 1870 quand une loi leur interdit de faire les poubelles. Il y a eu aussi une raison fiscale, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à chercher à ne pas avoir à payer l'octroi pour rentrer dans Paris, et puis à chercher une zone franche, on va presque l'appeler comme ça. Une zone sans cadastre et non administrée. Chacun plantait ses 4 pylônes et puis se fabriquait son jardin, et puis c'était à lui. Et c'était la loi du plus fort. Aujourd'hui encore, il existe des biffins. Chômeurs en fin de droit, étrangers sans papier, la crise a conduit à des populations nouvelles. C'est pas cher, c'est pas cher. La précarité d'un côté, le rêve de l'autre. Ici, on a un cafetan qui date du 18e. Dans cette boutique, les robes vont de 50 à 3 500 €. C'est une création des années 50 signée Dior. On a les créateurs de costumes du cinéma, de théâtre, les collectionneurs et les stylistes. Les stylistes qui viennent à la boutique s'inspirer. Et l'air de rien, cette Chinoise prend des photos. Elle repartira avec un portant complet de vêtements. Chacun des 15 marchés de Saint-Ouen a son identité et son style, du 17e à l'Art déco, en passant par les années 70. Le flâneur a de quoi se laisser surprendre.
Je l'ai convaincu que dedans, il y avait des aliens. C'est très psyché quoi à l'intérieur. C'est un autre univers. J'aime ce livre, mais il coûte 500 €. C'est trop cher. Qu'on achète ou pas, tout est fait pour se détendre. Les puces sont d'ailleurs le premier site urbain classé pour son ambiance. Le tout est rythmé par la musique des célèbres troquets, celle des manouches, depuis toujours. Notre page sport à présent. Le comité exécutif de la FIFA qui gouverne le football mondial se réunit en ce moment même à Zurich, en Suisse. Il doit résoudre les problèmes épineux liés à la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu, vous le savez, au Qatar. La question du climat, peu propice au football. Les conditions également dans lesquelles sont construits les stades qui vont être examinés. L'enquête de Thierry Coiffier et Christophe Niolac. Carton rouge pour la FIFA. Devant le siège de l'organisation cet après-midi, une cinquantaine de syndicalistes réclament plus de droits pour les travailleurs qui œuvrent sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar. Des droits, ces ouvriers népalais n'en ont pas beaucoup, à en croire ce document du quotidien britannique The Guardian. Promiscuité, insalubrité, travail sous des chaleurs accablantes. En tout, 44 ouvriers seraient morts sur les chantiers de la Coupe du Monde 2022. Mon fils était fort et en bonne santé, mais il est parti à l'étranger et il est mort là-bas. Je ne veux plus jamais entendre parler du Qatar. C'est vraiment un pays où les travailleurs migrants vivent dans des conditions qui nous semblent tout à fait indignes par rapport à la richesse de ce pays et aux capacités qu'il pourrait avoir pour offrir des conditions décentes à tous ces travailleurs. Il n'y a pas d'esclavagisme ni de travail forcé au Qatar, a répondu le président du Comité national des droits de l'homme qatari. La FIFA promet d'étudier le problème. Nous prenons ça très au sérieux et je pense que le gouvernement du Qatar aussi. On en a déjà discuté avec eux et on continuera à le faire dans le futur. Autre casse-tête pour la FIFA, la météo. L'été, au Qatar, la température atteint les 50 degrés. Compliqué de jouer au football dans ces conditions. Premier entraînement, je me rappellerai toute ma vie, c'est que je me suis entraîné avec une poche de glace dans la main pour pouvoir la mettre sur ma tête. Il était 20 h. C'est très difficile. Je crois que c'est un danger pour les joueurs. L'idée serait de disputer la Coupe du Monde en hiver. Mais le calendrier du football international en serait complètement bouleversé. Ce serait le chaos total dans le football mondial. La Coupe du Monde s'est toujours déroulée en été et c'est ce qui était convenu dès le départ. Il faut que la FIFA en ait conscience. Solution plus radicale, organiser un nouveau vote pour attribuer le Mondial 2022 à un autre pays que le Qatar. Pas sûr que la FIFA soit prête pour une telle révolution. Et en attendant 2022, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs qui affronteront l'Australie la semaine prochaine en match amical, puis la Finlande en match qualificatif pour la Coupe du Monde. Pas de nouveaux visages, mais quelques revenants que vous voyez à l'image. Mamadou Sakho, Raphaël Varane, Yohan Cabaye qui revient de blessure et Loïc Rémy. Partons à présent en Alsace. Cette fois, il ne s'agit pas de vendange et de route des vins, mais de rallye automobile avec le duel au sommet très attendu entre deux Sébastien. D'un côté, Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde des rallyes. De l'autre, Sébastien Ogier, qui a décroché il y a quelques instants sa toute première couronne mondiale. Une passation de pouvoir à 200 à l'heure à laquelle ont assisté Sylvain Milenvois et Stéphane Deperroy. Il porte le même prénom que son prédécesseur. Il n'a jamais échappé aux comparaisons. Mais désormais, Sébastien Ogier a une pression en moins. Le voilà aussi champion du monde. Depuis une décennie, c'était Sébastien Loeb qui avait permis à la France de gagner. Le secret de ses succès, un pilotage novateur, des trajectoires propres, pas de dérapage inutile. Une révolution à l'époque. Il a imposé son style puisque Sébastien Ogier après l'a repris et maintenant pas mal de pilotes sont en train de reprendre ce style-là et savent que pour gagner c'est le style qu'il faut employer maintenant. Pourtant, le talent en lui-même ne suffit pas. C'est un sport où c'est jamais facile, hein. Il faut des budgets au début pour pouvoir faire ses preuves, etc. Donc c'est pas évident. Alors, les pilotes doivent démarcher une écurie privée ou une structure publique, parfois les deux. Et là, la France est à l'avant-garde. Citroën, depuis 20 ans, a des formules de promotion qui amènent des jeunes sur le devant de la scène mondiale. Et les deux derniers CEP sont issus de la filière Citroën. Et puis aussi la fédération qui nous a donné les moyens d'accéder au haut niveau. Après une initiation réussie, Sébastien Ogier a vu la fédération miser sur lui il y a 8 ans, avec succès.
Après un passage par Citroën, c'est chez Volkswagen qu'il est aujourd'hui consacré. Le fruit d'un investissement humain et financier qui inspirera peut-être à la prochaine génération de pilotes la même réussite, la même euphorie. Si vous aimez le cinéma, la science et que la beauté de notre planète vous fascine, regardez bien les images qui vont suivre. Le Festival international du film scientifique a ouvert ses portes aujourd'hui au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Christine Chapelle a sélectionné pour nous quelques séquences somptueuses. Regardez. Le premier long métrage, Aux portes du cosmos, nous montre le spectacle magnifique de notre planète et de ses phénomènes atmosphériques. La féerie des aurores ne doit pas nous faire oublier qu'elle renferme une puissance incroyable. Rédemption impossible raconte le difficile retour à la liberté de chimpanzés de laboratoire. Mémoire de volcan, c'est l'histoire d'un volcan né en Inde il y a 65 millions d'années. Le noyau de notre planète expulse régulièrement d'énormes quantités de magma qui remontent se déverser en surface. Ces zones du globe, où l'activité volcanique peut durer plusieurs dizaines de millions d'années, sont les points chauds. Mars Ultime Frontière raconte enfin le prochain défi des terriens, l'exploration de la planète Mars. Construite aux mêmes dimensions que les modules d'habitation prévus par la NASA, cette base abrite un équipage de 6 personnes qui opèrent en conditions de simulation complète. Retour sur Terre avec de la danse et une curiosité proposée par le Théâtre du Châtelet à Paris. Un corps de ballet composé de danseurs venus de Chine. Ils sont capables bien sûr d'interpréter magistralement des partitions classiques, mais aussi des chorégraphies de propagande communiste datant des années 60. Ils réalisent des entrechats en tenue militaire et l'arme au poing. Reportage de Claire Auberger et Jean-Yves May. Ils débarquent à Paris avec un répertoire qui fait le grand écart entre un lac des cygnes des plus classiques et une œuvre phare de la révolution culturelle. L'histoire a marqué le destin de la Compagnie nationale de Chine. Sa soixantaine de danseurs a désormais pour ambition de rivaliser avec les plus grandes compagnies internationales. Être ici pour nous, c'est très particulier. D'abord, on admire les danseurs de l'Opéra de Paris, et puis en Europe, c'est l'un des berceaux de la danse occidentale. Une danse longtemps considérée comme bourgeoise et réactionnaire, balayée par la révolution culturelle. En 1964, la femme de Mao commande elle-même ce ballet, exaltant le petit peuple à prendre les armes. Une période des plus meurtrières, loin, semble-t-il, de ces jeunes danseurs. C'est pas un mauvais souvenir, la révolution culturelle. On est trop jeune pour l'avoir vécue et on la connaît à travers nos livres d'histoire. C'est pas un problème. Nous, on n'est pas là pour faire de la propagande. En Chine, ce ballet, tout le monde le connaît, tout le monde l'aime. Il fait partie de notre culture, c'est une œuvre typiquement chinoise. Plus folklorique que politique, l'épopée de ce régiment féminin apparaît désormais comme le témoignage un peu kitsch d'une époque révolue. Et avant de refermer ce journal, cette toute dernière information qui nous vient des États-Unis, des coups de feu ont été entendus à l'extérieur du Capitole à Washington. Il s'agit, vous le savez, du siège du Sénat et de la Chambre des représentants. D'après l'agence Reuters, il y aurait plusieurs blessés. Tous les bâtiments du Congrès ont été bouclés pour des raisons de sécurité. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut reviendra évidemment sur cette information. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, suivie de nos chers voisins et de Peps. Place ensuite à votre série Profilage. Demain à 13h, je vous le disais, Jean-Pierre Pernaut. À 20h, Claire Chazal. Très bonne soirée à tous sur TF1. À lundi. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.